Que vous soyez amateur de fiction ou de faits réels, vous trouverez ici de quoi vous divertir. Préparez-vous à être surpris, choqué, effrayé. Préparez-vous à frissonner à l'écoute de certaines histoires. Et n'oubliez pas, ces auteurs de crimes peuvent se cacher sous le visage de votre voisin, du jogger que vous croiserez, ou peut-être de la personne qui est assise près de vous dans le train. Une dernière chose, pensez à bien vérifier que votre porte est verrouillée. On ne sait jamais. Comme pas mal l'enfant tueur, Maribel effraie par la gratuité totale de ses actes. Maribel est née le 26 mai 1957 à Newcastle, en Angleterre. Elle est surtout connue pour avoir commis 2 meurtres brutaux de jeunes enfants en 1968. Elle n'avait que 10 et 11 ans. Ces meurtres ont suscité un choc profond dans la société britannique et ont été largement médiatisés à l'époque. Meurtre totalement gratuit, marqué par une grande cruauté, perpétré avec une timide co-accusée, nommée Norma Bell. Mary a été décrite comme une enfant perturbée et ayant grandi dans un environnement difficile. Elle a été témoin de relations sexuelles et de violences domestiques dès un jeune âge, ce qui a sûrement dû avoir un impact sur son développement émotionnel et psychologique. Sa mère, Betty Bell, avait de nombreux antécédents criminels et des problèmes de santé mentale. La jeune Mary était exposée à des situations de violence et de négligence. Des témoignages indépendants de membres de la famille déclarent que Betty aurait essayé de tuer Mary et de faire passer sa mort pour accidentelle à plusieurs reprises pendant les premières années de sa vie. Elle aurait tenté de la jeter par la fenêtre avant de se rétracter. Betty était une prostituée souvent absente de la maison familiale, voyageant à Glasgow pour trouver du travail. Mary est son premier enfant, né quand Betty avait tout juste 16 ans. L'identité du père biologique de Mary n'est pas connue. Peut-être un de ses clients ou un ex-amant. La relation entre Mary et sa mère ont toujours été destructrice. De plus, de nombreux témoignages ainsi que Mary elle-même rapportent que sa mère aurait violé Mary lors de rendez-vous avec certains clients. Par la suite, Mary commence à se prostituer seule, vers 8 ans, mais c'est sa mère qui encaisse l'argent. Mary était souvent isolée des autres enfants. Elle avait du mal à établir des relations sociales normales et ne se liait pas facilement avec ses pairs. Son isolement social a pu contribuer à son manque de compétences sociales et à des difficultés à gérer les émotions. Mary a montré des signes de comportement perturbés dès son plus jeune âge. Elle aurait été impliquée dans des comportements agressifs envers d'autres enfants et était connue pour ses sautes d'humeur intenses. Elle aurait été surprise à plusieurs reprises à étrangler certains de ses camarades avant de les repousser. Un jour, une jeune camarade de classe ira se plaindre au professeur d'une agression commise par Mary. Cette dernière lui aurait brûlé la joue avec une cigarette. Mais Mary sera juste punie pour cette action violente qui n'ira pas plus loin. Malgré ces signaux d'alarme, son comportement n'a pas été pleinement compris ou traité de la manière adéquate. Un jour, la maman d'une petite fille se rend au commissariat afin de déclarer que sa fille a été victime de violences graves. En effet, Mary aurait tenté d'étrangler sa fille. Mary ne sera pas inquiétée. La police met ça sur le compte de chamaillerie d'enfants. La plainte sera classée sans suite. Ce que la victime n'a pas précisé à sa mère, c'est que Mary lui aurait enfoncé du gravier dans la bouche pour l'étouffer avant de l'étrangler. La police aurait sûrement agi différemment avec cette information. Quelques semaines plus tard, le 25 mai 1968, le petit Martin Brown disparaît. C'est un enfant de 4 ans, cheveux blonds, aux yeux bleus. Il sera retrouvé par un camarade, mort dans une maison abandonnée où les enfants ont l'habitude de jouer. Emmené à l'hôpital, il sera déclaré mort par les médecins. La fouille de la maison abandonnée n'aura pas donné grand-chose. Les policiers y trouveront néanmoins une boîte de somnifères au sol. Ce détail ne sera pas dévoilé dans la presse. Les enquêteurs en déduiront que le garçonnet en aura ingéré, puis sera mort de cette surdose de médicaments.
Mais lors de l'autopsie, aucune trace de médicament ne sera retrouvée dans le sang du petit garçon. La mort sera déclarée naturelle et l'affaire sera classée. C'est donc à la veille de ses 11 ans que Mary étrangle le petit Martin Brown. Elle se lie plus tard d'amitié avec une de ses voisines, Norma, âgée de 2 ans de plus qu'elle et qui souffre d'un retard mental. Mary la dirige et Norma obéit. Elle la manipule. Elle lui fait faire tout ce qu'elle veut. Quelques jours plus tard, elle rentre par effraction avec son amie Norma dans un orphelinat et saccage l'endroit. La police y retrouvera 2 lettres, dont l'une qui dira « J'ai tué Martin Brown, ce bâtard ». Mais les policiers pensent qu'il s'agit d'une farce de mauvais goût. Le même jour, assise en classe, Mary va écrire une lettre à propos de la mort de Martin. Elle y dira qu'elle a vu un homme sortir de la maison abandonnée avec le corps de Martin dans les bras. Sous le texte, elle fera un petit dessin. Elle rangera ce dessin dans un livre scolaire qu'elle mettra dans la case de son bureau. Mary se renseigne sur la famille du petit garçon assassiné. Elle demande à la tante de ce dernier si la maman est triste, si elle pleure, si Martin lui manque. Le jour de l'enterrement du jeune Martin, Mary et Norma se rendent voir la mère endeuillée et lui demandent où se trouve Marty. La mère est troublée. Pourquoi les filles lui demandent ça? Elles savent très bien que son fils est mort. Mary lui dit qu'elle voudrait voir le corps. Ce jeu est cruel. En juillet de la même année, les autorités décident de détruire les maisons abandonnées et ce spectacle attire tous les enfants du coin. Il faut dire que c'est impressionnant. Grues pelleteuses et bruits fracassants animent la rue, habituellement si calme. Mary et Norma se rapprochent du petit Brian et commencent à jouer avec lui. Elles le kidnappent. Brian O, un garçonnet de 3 ans, qu'elles tueront et abandonneront dans une friche avoisinante, encore par étranglement. Le corps du petit garçon sera vite découvert. Des mèches de cheveux ont été coupées et éparpillées sur son corps. Le petit garçon a de nombreuses marques d'entailles sur les jambes. Il présente des traces de strangulation autour du cou. Mais ce qui choque les enquêteurs, c'est que ces traces ont l'air d'avoir été faites par de petites mains. Des mains avec peu de force. Ils concluront que Brian a été assassiné par un autre enfant. Sur sa poitrine, le médecin légiste découvre une lettre gravée sûrement à l'aide d'une lame de rasoir, la lettre M. Lettre qui, d'après le médecin, a été faite en 2 étapes. La première, juste après la mort, certainement un N, puis un trait supplémentaire ajouté quelques heures après pour former la lettre M. La police constate alors des similitudes avec l'affaire de Martin Brown. Ils décident de réouvrir l'enquête. Une annonce est faite à la population et l'on recherche un enfant qui aurait tué les 2 petits garçons. Le nom de Mary Bell revient dans les conversations. Son comportement envers ses camarades et le fait qu'elle se soit vantée d'avoir étranglé un petit garçon fait d'elle la principale suspecte. La police décide d'enquêter et se rend au domicile de la jeune fille. Mais le nouvel amant de sa mère sur place refuse de leur ouvrir la porte et menace les policiers de lâcher les chiens sur eux. Au même moment, un jeune garçon de 9 ans avec un léger retard mental se rend au commissariat avec ses parents et explique qu'il a vu Mary étrangler Martin. Pour lui, ce n'était qu'un jeu sur le coup. Il n'a pas compris et il n'en a pas parlé à ses parents. Il raconte qu'il a vu Mary jouer avec Martin et que ce dernier ayant mal à la gorge, Mary lui a proposé de lui masser la gorge et finit par l'étrangler. Depuis le meurtre de Brian, le garçon a peur et en a parlé à sa famille. Très vite, les enquêteurs se rendent compte que Mary est accompagnée de Norma. Toutes 2 sont inséparables. Ils décident alors de se rendre à l'école des 2 jeunes filles afin d'y récupérer leurs affaires scolaires. Ils comparent l'écriture de Mary à la lettre retrouvée dans l'orphelinat saccagé quelques jours auparavant. Cette lettre dans laquelle quelqu'un avait écrit « J'ai tué Brian, ce bâtard ». L'écriture semble correspondre. Néanmoins, d'après les spécialistes, Mary aurait tenté de la modifier, peut-être en écrivant de la main gauche ou en tenant son stylo d'une manière différente. Les enquêteurs y trouveront également, dans les affaires de Mary,
un dessin grossier sur lequel figure une personne au sol et une autre debout, avec à ses pieds une boîte de pilules. Or ce détail n'a pas été révélé dans la presse, seul l'assassin pouvait en connaître l'existence. Mary et Norma sont arrêtés le 8 août 1958. Concernant la lettre M gravée sur le corps de Brian, la police conclura que Mary et Norma sont revenus sur les lieux du crime pour tailler la petite barre supplémentaire sur la lettre N pour la transformer en M. Lors du procès, Mary sourit. Norma, elle, est effondrée, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être acquittée. La cour pense que cette dernière était présente lors du deuxième crime et qu'elle aurait subi l'influence de Mary, mais qu'elle n'aurait pas étranglé le petit garçon. Elle n'a pas compris les conséquences de ses actes à cause de son retard mental. Puisque les jeunes filles étaient très jeunes et que leurs témoignages se contredisent, ce qui s'est passé ce jour-là n'a jamais été très clair. Mary, quant à elle, est arrogante. Elle plaisante un peu avec le juge, ce qui lui vaudra, à elle, de consumer le peu de capital de sympathie que ses jolis traits pouvaient inspirer. Le juge demande à Mary si elle a étranglé les pigeons. Des preuves allant dans ce sens avaient été rapportées à la cour. À cette question, Mary se met à pleurer. Le procès est contraint de s'arrêter. Le psychologue présent explique que Mary a des problèmes avec ses émotions. Elle n'arrive pas à les gérer. Il diagnostiquera une psychopathie. Durant le procès, elle n'a montré aucun remords et déclara même que c'était juste une blague. D'après le psychologue, dans l'inconscient collectif, le mal est souvent associé à la laideur et la bonté à la beauté. Il ne faut donc pas s'étonner que, pour tout le monde à l'époque, les crimes soient perçus encore plus sordides de par le fait que c'était une gamine avec une tête d'ange qui les a commis. Le contraste est tout bonnement insupportable. Et ce contraste va lui porter préjudice, puisque personne ne montrera d'empathie envers elle lors du procès, et tout le procès va être à charge. Mary Bell est acquittée de meurtre, mais condamnée pour homicide involontaire avec responsabilité atténuée. Le jury a suivi le diagnostic des psychiatres, ayant dit d'elle que Mary présentait des symptômes classiques de psychopathie. Elle est condamnée, étant trop jeune pour l'hôpital psychiatrique. Elle est placée dans un pensionnat où sa mère peut lui rendre visite. Dès sa condamnation, Mary devient le sujet de beaucoup d'attention de la part de la presse. Mary fait la une des journaux en septembre 1979, lors de sa brève évasion de la prison de Morcourt, où elle était détenue depuis son transfert d'une institution pour jeunes délinquants vers une prison pour adultes 1 an plus tôt. Les spécialistes qui traitèrent Mary Bell pendant et après son procès expliquent son comportement psychopathe par l'enfance très difficile de la jeune tueuse. Sa mère n'hésite pas à parler à plusieurs reprises de Mary à la presse, en retour d'argent, et donne souvent aux journalistes des écrits qu'elle dit de Mary. Mary Bell est relâchée en 1980, après avoir passé 12 années en prison, et se voit accorder l'anonymat pour commencer une nouvelle vie sous un nouveau nom. Sa libération à 23 ans est douloureuse. Elle retourne chez sa mère, qui la saoule de pintes de bière et de calmants. Un jour, elle rencontre Bob, un homme un peu plus jeune qu'elle. Ils ont une fille, née le 25 mai 1984. Mais Mary Bell, mère exemplaire, selon les juges de l'application des peines qui la suivent, ne veut pas lui dire qui elle est. Mais les journalistes à scandale la traquent. La fille de Mary ne saura rien du passé de sa mère jusqu'à ce que le lieu de résidence de Mary soit rendu public par des journalistes. Elles doivent alors sortir de la maison en se couvrant de draps pour ne pas être photographiées. L'anonymat de la fille est respecté jusqu'à ses 18 ans. Toutefois, le 21 mai 2003, Mary Bell gagne un recours en justice pour préserver à vie son propre anonymat et celui de sa fille. Aujourd'hui, à 51 ans, Mary Bell a refait sa vie fracassée. Elle a changé de nom et vit avec le père de son enfant dans une ville du sud de l'Angleterre. Elle est devenue grand-mère et l'anonymat a été reconduit pour sa fille.
comme une poupée maléfique. Les parents adoptifs avaient été prévenus. La petite Natalia avait beaucoup de problèmes. Ils ne pouvaient imaginer à quel point. Westfield, dans l'Indiana, près des grands lacs américains. Le téléphone sonne chez les Barnett, au rez-de-chaussée de leur belle maison. Madame Barnett, ici le centre d'adoption. Vous souhaitez toujours adopter un enfant? Oui. Christine, une jeune femme blonde d'une quarantaine d'années, sent son cœur s'accélérer. Avec Michael, ils ont déjà 3 garçons. Mais ils ont toujours rêvé d'agrandir la fratrie et de donner une vraie vie de famille à un petit malchanceux. Venez tout de suite. Nous avons une petite fille pour vous. Fous de joie, Christine et leur mari sautent dans leur voiture. Et c'est là que va commencer une véritable histoire de fou. Au centre d'adoption, on leur présente une fillette avec de longs cheveux bruns bouclés et un sourire triste. On leur explique qu'elle s'appelle Natalia, qu'elle a 6 ans et qu'elle est née en Ukraine. Elle est arrivée aux États-Unis à l'âge de 2 ans. Elle a été adoptée par une première famille qui vient hélas de l'abandonner. Natalia a beaucoup de problèmes. Elle est atteinte de dysplasie spondylodyspesis, une maladie rare qui affecte les os. Elle ne grandira que très peu et restera comme naine. Sa vue est déficiente et elle a énormément de difficultés à marcher. Mais vu sa situation, elle est surtout en grave détresse affective. Pauvre gamine, si jeune, si maltraitée par l'existence, et déjà abandonnée 2 fois. Les Barnett ne mettent pas longtemps à se décider. Au bout d'une semaine, les démarches administratives effectuées, ils retournent chercher Natalia. Christine lui a aménagé une chambre, avec tout ce qu'elle a pu trouver de rose. Le soir de son arrivée, elle lui donne son premier bain. Et là, surprise, la petite Natalia a des poils au pubis, comme une adulte. Décontenancée, Christine se dit que c'est sans doute un effet de sa maladie. Mais chaque jour, son comportement l'étonne davantage. Comme cette fois dans un square, où Christine lui montre 2 bébés qui jouent sur un tas de sable. Regarde comme ils sont adorables. Moi, à cet âge, les gosses, ça me gave. Crache la gamine, le regard noir. Puis, elle s'assied en refusant de jouer. Les Barnett s'échinent malgré tout à rendre leur fille adoptive heureuse. Ils lui achètent des petites robes, des serre-têtes à ruban. Ils l'emmènent à Disneyland, lui offrent des glaces. Il faut la porter toute la journée. Elle est un peu lourde. Mais quels efforts ne ferait-il pas pour voir enfin un sourire se dessiner sur son visage. Un après-midi, il décide de l'emmener voir les grands lacs avec ses frères. Arrivé sur la plage, il la dépose sur une serviette, le temps de déballer les affaires des garçons. « Reste là, on revient tout de suite, le temps de te porter jusqu'à l'eau. » Mais Natalia n'a pas envie d'attendre. Et tout à coup, sous les yeux stupéfaits de la famille, elle se lève et gambade tranquillement jusqu'à la rive. Plus aucune difficulté à marcher. Les 2 parents en avaleraient leur langue. Mais il y a encore plus étrange. Un jour que Christine vide les poubelles de la maison, elle découvre que Natalia y cache des Kleenex ensanglantés. La petite a ses règles. Intriguée, Christine décide d'emmener la petite chez le médecin. Elle lui fait faire une batterie d'examens, histoire de faire le point. Et puis elle aimerait bien déterminer son âge osseux. Le toubib n'y connaît pas grand-chose en dysplasie, ce qui complique son analyse. Ce que je peux vous assurer, dit le médecin, c'est qu'elle n'a pas 6 ans. Mais alors combien? Je ne sais pas, peut-être 11 ans, déclare le médecin. À vrai dire, je n'en sais rien. L'orphelinat se serait alors trompé sur ses origines, au point de lui donner presque la moitié de son âge. Mais s'il n'y avait que ça. Régulièrement à table, Natalia se met à débiter des horreurs. « Je vais tous vous tuer, puis vous enrouler dans les tapis et vous enterrer dans le jardin. » Est-ce une crise d'ado précoce? Natalia est différente, elle a une histoire différente. Mais il faut l'aimer comme elle est, se persuade Christine, une fois encore. Elle fait donc disparaître de son armoire robes et serre-têtes, pour lui proposer des vêtements plus adolescents. Pour rapprocher Natalia de ses racines, ses parents adoptifs lui présentent des personnes ukrainiennes. Même si elle ne leur adresse pas la parole, Natalia semble boire chacun de leurs mots. Pourtant, si elle a quitté l'Ukraine à 2 ans, elle ne peut pas comprendre leur langue. Encore un mystère à éclaircir.
En attendant, son comportement devient de plus en plus flippant. Plusieurs fois, Christine et Michael se réveillent en pleine nuit pour découvrir la petite, debout, près de leur lit, en train de les observer dans la pénombre. Le couple en vient à planquer tous les couteaux de la maison. On ne sait jamais. Parfois, Natalia laisse sur les miroirs d'étranges marques rougeâtres, comme dans un mauvais film d'horreur. Un matin, la mère de famille surprend carrément la gamine en train de verser de l'eau de javel dans le café qu'elle s'apprêtait à avaler. « Mais pourquoi tu fais ça ?» lui demande-t-elle atterrée. « Je voulais t'empoisonner. » Christine l'emmène chez un psychiatre qui décèle quelque chose d'intéressant. Natalia serait sociopathe. Autrement dit, elle serait atteinte d'un trouble antisocial de la personnalité. Le médecin propose de la garder en observation quelques semaines, afin de confirmer le diagnostic. Reste à élucider la question de son âge véritable. 11 ans ou plus. Pendant son hospitalisation, une infirmière pose la question à Natalia sans détour. « Dis-moi, quel âge as-tu » ? « Moi ? J'ai 18 ans. » Ce flou atroce ne peut plus durer. On fait passer à la gamine une nouvelle batterie d'examens. Cette fois, avec les plus grands spécialistes. Conclusion, même si elle a la taille d'un petit enfant, Natalia a terminé sa croissance depuis belle lurette et aurait en réalité 22 ans. Pas étonnant si elle a des troubles du comportement, se disent ses parents. On la traite comme une petite ado, alors que c'est une adulte. Sans se décourager, le couple admirable reprend le problème à zéro. Si Natalia a 22 ans, il lui faut un métier, et aussi son indépendance. Il l'interroge sans trop savoir sur quel ton lui parler. Qu'aimerait-elle faire ? La jeune fille se dit intéressée par la cosmétique. Qu'à cela ne tienne, les Barnett sortent leur carnet de chèques pour lui offrir une formation d'esthéticienne. L'été suivant, grand chamboulement dans la vie de la famille. Pour faire suivre à leur garçon une formation spécialisée, les Barnett doivent déménager au Canada. Que faire de Natalia ? Souhaite-t-elle les accompagner ? À elle de décider puisqu'elle est majeure. C'est avec soulagement que le couple l'entend dire qu'elle préfère rester dans l'Indiana. Fini les visites nocturnes dans leur chambre, le sang sur les miroirs de la salle de bain, les menaces de mort. Les Barnett lui dénichent un studio en ville, comme tous les parents le font avec leurs enfants étudiants. Ils lui ouvrent un compte en banque avec de quoi payer son loyer. Puis, ils bouclent leurs valises et l'embrassent bien fort. Les premières semaines, Christine prend des nouvelles de Natalia chaque jour, afin de savoir comment elle se débrouille dans sa nouvelle vie. Mais au bout d'un moment, la jeune fille arrête de répondre. Et voilà que le loyer de son studio n'est plus payé. Le propriétaire entame une procédure. La justice s'en mêle et ne comprend strictement rien à l'affaire, car sur les papiers du centre d'adoption, Natalia a toujours 6 ans. Un appartement loué pour une si petite fille, et ses parents auraient déménagé à plus de 1000 km en la laissant derrière eux ? Les monstres. Immédiatement, une information judiciaire est ouverte pour abandon d'enfants. Les époux Barnett sont arrêtés au Canada et sommés de s'expliquer. Christine est au bord de la syncope. Ce n'est pas un abandon d'enfant. Natalia est majeure. La mère de famille brandit tous les examens médicaux à la justice afin de prouver sa bonne foi. Étrange histoire, concèdent les magistrats. On envoie chercher Natalia chez elle pour tirer tout ça au clair. Et là, plus aucune trace d'elle. Dans le petit studio déserté, ne demeurent que les emballages de ses dernières emplettes. Oubliez les sweatshirts d'ado et les jeans offerts par sa mère. Natalia s'est acheté une petite robe rose de fillette de 6 ans et un tricycle de Barbie. Aujourd'hui, on en est là, sa conduite incohérente. Les spécialistes ne l'expliquent pas. Son cas reste une énigme, comme toutes les histoires liées à la folie. En attendant, Christine et Michael Barnett sont toujours empêtrés dans une procédure judiciaire à laquelle personne ne comprend rien. Les deux époux ont tout de même dû régler, chacun, 5 000 € de caution pour éviter d'attendre derrière les barreaux l'examen du dossier. Quant à Natalia et son maître Touron sous la toise, volatilisés. Plus aucune nouvelle, mais il y a fort à craindre que l'étonnant personnage, nanti d'une petite robe à fleurs et de son plus beau serre-tête, soit à cette heure sur les genoux d'un nouveau couple, vibrant de compassion. On souhaite à ces gens bien du courage.